et même une thérapie pour comprendre pourquoi elle ne voulait pas d'enfant et qui s'est peut-être essayé de changer d'avis. À 37 ans, son amoureux est déjà parent. La voilà alors belle-mère, et son beau-fils de 15 ans l'a même intronisée, future mamie Gaga. Elle est journaliste, autrice, artiste. Elle a interviewé plus de 45 belles doches sur leur rôle, leur place, leur couple. Alors, être belle-mère, est-ce une parentalité à part entière? Quand on est en couple avec quelqu'un qui a déjà un enfant, comment cela influence-t-il notre propre désir de maternité? Et que nous apprennent les récits des autres sur nos propres ambivalences? Aujourd'hui, on en parle avec Anaïs Richardin. Bienvenue Anaïs. Merci Laurie, quelle intro! Ah J'adore. ouais. Ça va, ça te parle, c'est bien toi Anaïs? Ça me parle, ouais, ouais, tout à fait. OK. Si on devait ajouter justement quelque chose Anaïs, par rapport à cette intro, j'ai bien envie de te demander que, si ton rapport à la maternité était un emoji ou un gif, ça serait lequel et pourquoi? Le premier gif qui me vient, mais instantanément, en tête, c'est d'ailleurs un mème, c'est ce mème de Bernie Sanders qui est sur sa chaise dans le froid avec ses moufles et je sais pas si tu vois de quel mème je parle, mais c'est vraiment cette image qui a été reprise de ce mec qui attend et qui regarde comme ça, enfin, comme s'il regardait les gens passer et qui sait pas bien quoi foutre, quoi. Et c'est à peu près comme ça que je me sens. Il y a un peu ce truc OK. de, je vois mes copines tomber enceintes, j'en vois d'autres qui sont certaines de pas vouloir d'enfants et moi je suis au milieu avec mes moufles et j'espère que l'hiver, sera bientôt fini. Bon et ben, on va te le souhaiter. Comme Bernie. OK, ouais, c'est une bonne image ça, je vois bien. Moi, c'était un peu le train qui passe, tu sais, de rester à quai et de voir le train qui passe et les autres montent dedans et toi tu restes là et tu Bah, attends le voilà, prochain. c'est un peu la même chose, en fait, hein. Totalement. C'est bon. Ben, justement, on parle souvent, du fait de devenir parent, mais un peu moins du fait de devenir belle-mère et j'aimerais bien que tu commences par nous raconter, toi, comment ton aventure de belle-maman, de belle-doche, elle a débuté et ben, quelles ont été, les surprises aussi, que tu as eues, dans cette expérience? Très bien, et bah, la belle parentalité, je crois que ce ne sont que des surprises. Vraiment, il y a absolument rien, tu peux pas t'y préparer, c'est impossible. Déjà parce que jusqu'à assez récemment, c'était très peu documenté. Donc vraiment, tant que la parole n'est pas libérée sur un sujet, c'est quand même compliqué de se figurer un peu ce que ça va pouvoir, être. Et surtout, moi, quand je suis tombée amoureuse donc de Julien, c'était il y a, allez 6 ans et quelques, je ne me suis absolument pas projetée dans le rôle que j'aurais à jouer auprès de son enfant. Mmh. Vraiment, c'était, il avait un fils, OK, c'était une donnée parmi d'autres, tout comme le fait que, je sais pas, il a les cheveux poivre et sel. Enfin, vraiment, il y a un truc, c'était une donnée, ça faisait partie de son identité, mais je voyais pas en quoi ça allait m'impacter moi. Je pense que c'était la naïveté des débuts et à mon avis, je pense que pour se lancer dans ce genre d'histoire, il faut un peu de naïveté, parce que sinon, je suis pas bien sûre qu'il y aurait autant de belles-mères et de beaux-pères. Donc je m'y suis pas du tout préparée à ce rôle. Il m'est un peu tombé dessus et vraiment, ce qui est très chouette, c'est que c'est pas du tout un rôle gravé dans le marbre. Alors, certainement que pour les parents, c'est la même chose, hein, mais ce qui est valable à un âge, de l'enfant n'est pas valable, 5 ans plus tard, quoi. Et heu et donc je sais qu'au tout début, c'était, déjà on a mis un peu de temps à se rencontrer. Je voulais qu'il se fasse à l'idée que son père avait une amoureuse, donc on s'est pas rencontrés avant une bonne grosse année et ce qui permet de préparer un peu le terrain. Et puis quand on s'est rencontrés, ouais, je savais pas du tout moi, si j'avais impliqué dans sa vie, si, enfin je savais pas à quoi m'attendre. Et au tout début, ça a commencé par déjà on marche beaucoup sur des œufs. Pour moi, le consentement, par exemple, est hyper important. Donc au tout début, c'était: «Est-ce que j'ai le droit de lui faire une caresse?» Est-ce qu'il avait 10 ans, enfin, c'était encore un petit chouchou, quoi. Et il y avait ce truc de, «Est-ce que je peux lui faire un câlin? Est-ce que» donc je crois que la première fois que j'ai eu envie de lui faire un câlin, je lui ai dit, je fais: «Est-ce que je peux faire un câlin?» Et il m'a regardé genre: «Mais elle est bizarre celle-là, oui, bien sûr, on peut se faire un câlin». Et donc il y a eu des étapes comme ça un peu de on s'apprivoise, quoi.
Et, OK. et donc pour te la faire très très courte, oui, au tout début, donc on s'apprivoise, et d'un coup, je me prends un peu un tsunami en fait, j'ai un rôle maternel à jouer auprès de cet enfant, donc je vais lui lire des histoires le soir, je lui fais un câlin le soir, on va faire des devoirs ensemble, et cetera. Puis plus on grandit, et notamment quand on emménage ensemble, là je me dis: Meuf, pas du tout ton rôle en vrai. Enfin, il a déjà une mère, il a un père, vas-y, reprends un peu le large». Et puis là aujourd'hui, il a 15 ans et demi, c'est encore une autre affaire où, je me sens je sens aucun rôle maternel. En revanche, je me sens un peu comme, une grande sœur, ultra, Mmh. bienveillante, une marraine, la bonne fée quoi. À l'inverse de ce qu'on peut raconter, dans les contes de fées, à l'inverse de la marâtre, je suis un peu la bonne fée. Et ma seule ambition pour lui, c'est, qu'il se sente bien, dans sa peau, dans sa tête, et voilà. Et du coup, j'agis aussi, pour que moi, cette relation me fasse du bien aussi. C'est-à-dire que je ne fais pas de choses pas qui me font du mal, faut pas exagérer, mais que j'ai pas envie de faire. Heu Comme et quoi, par exemple? bah, par exemple, alors c'est évidemment maintenant il est en seconde, donc c'est tout à fait différent, mais ça a pu m'arriver, par exemple, de devoir, je sais pas moi, le garder. Je lui dis le garder, mais rester avec lui une soirée parce que mon mec avait du travail, et cetera. Et ça, il y a il à certains moments, ça a pu me sembler être une tâche un peu lourde. Heu, Ouais. de me dire que je devais être présente auprès de cet enfant, et là, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Quand on doit passer une soirée tous les 2, c'est hyper cool, et puis c'est vraiment on discute, on se mate en friends, enfin, il y a un truc, beaucoup plus chouette, et aussi parce qu'il a grandi et et qu'il y a moins ce rôle, maternel. C'est Mmh. moins les histoires du soir, les câlins, lui faire à manger, c'est plus, on fait à manger ensemble, on débarre ensemble, enfin voilà. Il y a moins moi qui suis, le parent, qui a tout un tas de tâches et de charges mentales, et là, on est plus à un niveau un peu plus équilibré, je trouve. Ouais, comme tu disais, la bonne amie, la bonne fée, la marraine, où il y a un équilibre et comme ouais, comme tu le formulais, je pense que là, je peux jouer, dans cette configuration-là, le rapport est différent et il y a quelque chose que tu soulignais qui est, je trouve, très important et très intéressant, c'est, comme tu le disais sur le, côté, maternelle, enfin de sortir de ce côté de la maternalité où, il y a, une question qui est très implicite, souvent formulée auprès, des belles-mères ou des beaux-pères, c'est, comment, mais est-ce que tu es une vraie mère en fait, pour cet enfant? Enfin, quelle place tu vas prendre? Et du coup, on voudrait coller, cette image de maternalité sur, la belle-mère, et là, de ce que j'entends, de ce que tu partages, c'est que tu as voulu t'extraire aussi de ça. Enfin, à un moment, c'est venu te titiller et tu t'en es extrait. On est d'accord? Ouais. Ouais, mais c'est aussi parce que c'est la société qui veut ça. Déjà le terme, belle-mère, enfin, tout est dans le mot. On est une femme, donc on attend de nous un certain rôle. On attend de nous qu'on se moule un peu à des attentes de la société, et cetera. Et puis surtout quand on arrive dans une nouvelle relation, finalement avec le recul, je trouve ça presque normal que mon mec, au tout début de notre relation, ne se soit pas dit: «Elle va jouer un rôle différent». En fait, il y a des constructions de couple, des constructions de genre, et cetera, et dans le couple hétérosexuel notamment, bon, bah, il avait pas des attentes parce que je pense que c'est pas tout à fait le cas, mais en tout cas, il y avait un schéma dans lequel il était jusqu'à présent, et ça prend du temps et ça prend des efforts de déconstruire ces schémas-là, et de se dire: «En fait, peut-être que le schéma de mon couple précédent, heu, bah, du coup, ne peut pas du tout être applicable à ce nouveau couple». Et ça, ouais, ça demande du temps et des efforts et des discussions et des échanges, et que ce soit de mon côté comme du sien. Enfin, je veux dire, lui, il fait un travail incroyable, enfin, je pense que c'est lui qui, a lu, Bell Hooks, en premier et qui m'a mis le bouquin dans les mains ensuite. Enfin, il fait le taf, et du coup, on déconstruit ça ensemble. Mais quand on arrive dans une relation comme ça, il y a rien de normal, mais en tout cas, je trouve ça, entendable qu'on calque des schémas de relations passées. Par contre, il faut effectivement s'en défaire assez vite, et puis surtout, il faut que les belledoches, aient la liberté de créer le rôle et de trouver la place qu'elles ont envie de trouver,
et pas juste d'être des mères bis et en plus, je trouve ça horrible pour les mères. Enfin, je veux dire, on n'est pas là pour, les déposséder de leur enfant, pour prendre une place qui est la leur. Et moi, c'est vraiment mon cheval de bataille, c'est on est une équipe, quoi. On dit souvent qu'il faut un village pour élever un enfant. Bah là, la famille recomposée, mais quel kiff pour les parents. Enfin, je veux dire, ils ont d'autres adultes sur lesquels se reposer, et qui, apportent d'autres choses à leurs enfants. Alors quand ça se passe bien, hein, parce qu'il y a quand Ouais. même pas mal de cas où ça se passe assez mal. Mais, mais Ouais. Ouais, je trouve que ça apporte aussi aux enfants, ou aux ados comme le tien, pour donner d'autres figures, de femmes ou d'hommes, selon le genre aussi, qu'on peut avoir, si c'est une belle-mère ou un beau-père. Donc on va utiliser le mot belle-doche, comme ça on ne calquera pas la belle-mère bis, la mère bis. Hem et par rapport à ce que tu partages sur, la déconstruction en équipe, comment vous y êtes pris? J'entends le début, OK, là, on est juste dans le calque d'un schéma, familial que j'ai pu, connaître, dans, une autre relation, la mère, de mon fils. Là, toi, quand tu, fais équipe avec ton conjoint, avec Julien, comment vous avez fait pour déconstruire cette relation, pour que chacun puisse y trouver sa place? Voilà. heu, on s'est engueulés. Non, en vrai, on s'est pas tant engueulés que ça, mais les seules fois où on a pu s'engueuler, c'était quand même sur ce sujet-là. On a énormément et on communique toujours énormément. C'est-à-dire que j'essaye un minimum j'essaye un maximum de ne rien garder sous le tapis. C'est vraiment dès que quelque chose me semble pas, dès que je suis pas à ma juste place, dès que quelque chose me semble pas normal ou bon pour moi, je lui dis, je le verbalise. Et c'est hyper important. Alors après, c'est particulier pour notre couple parce que moi, c'est un travail que je fais aussi, «professionnellement» entre guillemets, puisque j'ai lancé une newsletter là-dessus il y a 2 ans, qui lit religieusement à chaque édition et du coup, c'est aussi des bases de discussion de, «Ah bah, une Mmh. telle, t'a dit ça, j'espère que toi tu ressens pas ça» et cetera et de se renseigner lui de son côté, donc de lire, mes newsletters, il s'est aussi rendu compte de pas mal de choses. Finalement, de passer par la voix des autres, ça permet parfois de se prendre des trucs, un peu en pleine poire et de se dire: «Ah putain, je l'avais pas vu ça», quand bien même j'aurais pu lui verbaliser. Je me rappelle notamment d'une chose et ça, c'est quelque chose qui parfois, est plus parlant, sur la difficulté d'être beau-parent, et c'est ce que je disais à mes copines, je disais: «Rendez-vous compte dans un couple de famille recomposée, on doit en permanence vivre avec le spectre du parent, de l'autre parent, de l'ex, qui, appelle, tous les jours, qui envoie des textos tous les jours». Enfin, il y a un lien quotidien avec une personne que la personne que tu aimes a aimé ou aime encore toujours, parce que pour moi l'amour a plusieurs formes et je pense que c'est compliqué de ne plus aimer quelqu'un avec qui tu as fait un enfant, même si c'est un amour, tout à fait, particulier. Mais donc la personne que tu aimes a un lien avec la personne qu'elle a aimée avant et ça, c'est extrêmement compliqué et je me souviens donc une fois où Julien lit une de mes newsletters et il vient me voir et il me dit: «Mais je me rends compte en vrai, enfin, de ce que ça doit être pour toi, mais merci d'accepter ça parce que, moi à l'inverse, je sais pas si je pourrais quoi. Enfin, je sais pas s'il m'a dit: «Je sais pas si je pourrais», mais en tout cas, il y avait ce truc de, c'est dur quand même et ça, je pense que ça fait partie, enfin vraiment, c'est la 1re base de, c'est se rendre compte et c'est se mettre dans les pompes de l'autre et se rendre compte de ce que la personne avec laquelle tu vis, bah, est en train de traverser, est en train de vivre et comprendre ça, je pense que c'est, plus facile après d'agir, de déconstruire et puis d'essayer de faire au mieux. Ouais. Et Et d'ailleurs, justement, c'est pardon, vas-y. je voulais pas te couper, mais d'ailleurs, ma newsletter est souvent un outil de discussion, dans les couples. Moi, j'enjoins vachement les nanas que j'interviewe à hop là, forwarder leur interview à leur mec si jamais elles en ont pas discuté, ou alors juste d'envoyer certains épisodes qui les ont touchées, à leur mec pour que ça fasse une base de discussion et en fait, c'est moins, du coup, c'est moins épidémique parce que c'est moins, moi je ressens ça. C'est plutôt: «Ah regarde, c'est intéressant ce qu'elle ressent, je crois que je crois que ça me parle un peu». Et ça met un peu un filtre, ce qui est complètement con, hein, parce qu'au final, c'est ce que voilà, l'épisode qu'on envoie, c'est bien parce qu'on ressent quelque chose de similaire. Mais ça peut être un outil de dialogue qui est assez intéressant et qui est parfois utilisé comme ça. Donc ça OK. vraiment, c'est parfait.
Carrément et justement, ben, par rapport à notre sujet là, à la fois de belle parentalité, mais aussi, d'ambivalence, par rapport au désir, d'enfant ou de non-désir. Hem, quand tu as commencé à recueillir toutes ces histoires de beldoches, est-ce que toi, il y a des choses qui, pour toi-même, d'avoir en reflet, des questionnements que ces femmes ont pu te partager, des doutes, des certitudes? Où est-ce que tu t'es retrouvée, dans certaines de ces histoires? Ou est-ce qu'il y en a une qui t'a marquée particulièrement? C'est hyper compliqué parce qu'il y a un bout de moi dans chacune des histoires que je relais. Et vraiment, même si, on n'est pas sur la même plaque, même si on vit pas les mêmes choses, même s'il y en a qui sont mères, il y en a qui sont pas mères et cetera, vraiment, il y a pas une histoire, dans laquelle je me suis pas dit: «Ah putain, mais c'est pareil, enfin, c'est pareil pour moi, quoi». Donc c'est hyper compliqué de te sortir, un truc en particulier sur 47, interviews, mais j'entre en résonance avec tous les récits, même si parfois je suis pas d'accord, d'ailleurs, avec ce qui peut être dit et cetera, mais c'est pas du tout mon rôle de juger ou quoi que ce soit, j'accueille la parole. Et parfois je sais que, ouais, il y a des choses sur lesquelles je suis pas complètement, alignée, mais même dans ces interviews où je suis moins alignée, il y a des choses, qui me parlent, mais à 10 000 quoi. En revanche, il y a rien qui m'a jamais fait, changer d'avis, mais je crois que chaque interview me fait grandir un peu aussi et me fait prendre conscience aussi, de choses qui peuvent être un peu compliquées parfois. Je sais par exemple que, et c'est arrivé dans 3 interviews, récentes, où, on a beaucoup parlé de, ce que la belle maternité, aux blessures auxquelles la belle maternité te renvoie, aux blessures OK. d'enfant notamment, et en fait, je me rends compte que c'est totalement mon cas et que parfois quand je suis hyper jalouse, alors c'était plutôt le cas avant, mais quand je suis très jalouse de la relation que mon fils, n'importe quoi, que mon bel ado peut avoir avec son père et cetera, je me rends compte que c'est vraiment, bah, c'est ça, c'est l'enfant en moi qui, tu vois, qui est un peu titillé par une relation qu'elle a pas eue avec son propre père, et il y a des choses comme ça, c'est fou d'avoir des épiphanies, enfin de découvrir des choses qui me permettent d'avoir une relation plus apaisée, aussi à mon beau-fils, et à mon mec, parce qu'avec certaines des interviews, enfin voilà, j'ai des découvertes sur Mmh. moi-même et je me dis: «Ah mais c'est exactement ça, je ressens tout pareil. Merci d'avoir fait le taf», et en gros, les femmes qui parfois ont fait un travail, aussi de thérapeutique et cetera, et bah, me permettent, bah, moi oui, c'est un peu ma thérapie quoi, finalement Beldoche, c'est un peu ma thérapie. Ouais, Pas c'est mal. ce que j'allais te dire. En fait, c'est toujours, d'entendre, bah, ce fameux effet miroir, en fait. C'est ce qu'on utilise aussi, beaucoup, dans nos accompagnements où, c'est pour ça qu'on le fait en collectif. C'est d'entendre d'autres femmes raconter leurs histoires, raconter leurs expériences, leurs croyances vis-à-vis de la maternité ou la non-maternité. Et ben, tiens, ouais, comme ça là, l'épiphanie de: «Ah mais ouais, j'ai ressenti ça, mais je l'avais jamais verbalisé». Ça résonne énormément et ça permet de ouais, de grandir, d'évoluer, de passer, la marche suivante, pour continuer à progresser vers une fameuse décision. Et justement, par rapport à cette ambivalence, du désir d'enfant que tu commences à évoquer dans ta nouvelle, newsletter, Ouais. donc qui est «Au et contre tout», même une bookletter comme tu l'appelles pour qu'il y ait 12 chapitres. Toi, où est-ce que tu en es aujourd'hui de ta réflexion par rapport à ton propre désir ou non d'avoir un enfant entre grands guillemets, parce que j'aime pas non plus cette expression, mais j'en ai pas trouvé d'autre, «à soi», à la fois pour toi-même, voilà, tu en es où? Mmh. Ouais. Alors c'est une question qui est, évidemment ultra compliquée et très épineuse, d'où, l'ouverture de cette nouvelle newsletter qui est ma nouvelle thérapie. Parce que, je me suis donc très longtemps construite dans un modèle, classique de, bah oui, bah, c'est la vie quoi. Tu es en couple, tu aimes quelqu'un, tu te maries, tu fais des enfants. Et puis à un moment, j'ai quand même commencé à m'éveiller un peu au féminisme, et un peu aux conditions dans lesquelles on est élevé, et à me dire: Ça me semble pas tout à fait normal quand même». Enfin, en tout cas, c'est peut-être pas le schéma dans lequel j'ai envie de m'inscrire. Et donc là, ça a été mais
ma trentaine en mode: «Je n'en veux pas, c'est hors de question. Vraiment ce train-là ne passera pas sur moi, quoi». Enfin, je je me sens hyper puissante, hyper libre, j'ai aucune envie d'avoir un enfant. Et en fait, le fait d'être belle-mère est venu rebattre certaines cartes, tout à fait, antagonistes d'ailleurs, parce que, au tout début, je me disais: «Bah, voilà, en vrai, je ne veux pas d'un enfant, mais j'ai un bel enfant. Tout ce qui m'intéresse dans la maternité, c'est la transmission, c'est les discussions, c'est, voir une personnalité se former et cetera». Bah, là, je l'ai sans avoir, eu à passer par la case grossesse accouchement, donc merveilleux, toutes les cases sont cochées. Hem Et puis en fait, ça m'a valu un temps et puis là depuis, quelque temps, je me dis: «Mais en fait cet amour qui lie ces 2 êtres-là, je crois que j'ai bien envie de savoir ce que ça fait quand même». Parce que j'imagine que tu n'aimes pas du tout, ton conjoint ou ta conjointe comme tu aimes ton enfant. Et je crois qu'il y a ouais, il y a quelque chose d'un autre ordre qui commence à se jouer ouais, peut-être que j'ai bien envie de tester l'expérience. Évidemment, je mets des énormes guillemets sur expérience, hein, puisque, un enfant, c'est à vie. Donc c'est quand même l'expérience la plus totale, que tu puisses vivre. Mais c'est aussi pour ça, que que je me questionne beaucoup, et en fait que je viens surtout, questionner mes peurs et mes angoisses parce que je me rends compte qu'au-delà, de la condition, des femmes, au-delà de tout ce qui me met en rage et en colère et contre quoi j'ai envie de me battre, je me rends compte surtout que c'est ce qui fait que je réponds: «Non, je n'aurai pas d'enfant», à la question: «Veux-tu en avoir un?» C'est une somme de peur, d'angoisse, mais qui est colossale, quoi. Je me OK. suis toujours, ça fait quand même très longtemps que je me persuade que je suis stérile, ça fait très longtemps que je me dis que je serais une très mauvaise mère, voilà. C'est tout un tas de choses comme ça, où une psy un jour m'a dit: «Mais déjà rien que de vous poser la question, il y a quand même de fortes chances que vous ne soyez pas une mauvaise mère un jour». Enfin, c'est-à-dire que vous mettez sur la table tout un tas de questionnements avant même de rentrer en projet bébé, qui font qu'a priori, enfin, vous devriez trouver des réponses qui vont vous aider à ne pas être un mauvais parent, quoi. Et puis, je vois bien qu'avec mon bel enfant, enfin, je pense que je suis pas en train de le traumatiser à vie, donc Mmh. donc c'est cool, j'ai un galop d'essai, quoi. Hem, Tu mais donc fais ouais, ta je fameuse suis expérience là, sans que ça inclue trop, de conséquences. Tu peux toujours, refiler ton beau-fils, à son père, et puis hop, faire césure. Mais là, non, ouais, ton non, enfant, ton éventuel enfant à toi, ouais, on peut pas le ramener à se dire: «Non, l'expérience, elle me plaît pas. Allez, retour à la case départ», ouais. Et on a dû avoir la même psy, hein, parce que c'est ce qu'on me disait aussi et j'y crois aussi. Ouais, à partir du moment où on se questionne et qu'on ose aller regarder ses peurs, ses angoisses, bon, bah, c'est qu'en partie, on va pas les refiler non plus à son enfant si on en a un, quoi. Mmh. travail à faire quand même, Ouais, c'est ça, il y a qui un me travail. semble, essentiel et juste sur ce côté, expérience, le fait d'être belle-mère, ce qui est aussi très, très cool, c'est que je sais quel père, mon mec sera. Alors je pense que tu pas le même père, pardon. Je pense que tu n'es pas le même parent, avec un enfin, selon le couple dans lequel tu es. On fait évidemment, parentalité, ensemble, donc je pense qu'il sera pas exactement le même père que celui qu'il est avec son ex. Hem, mais par contre, je vois déjà à quel point, il y a des valeurs qui me sont hyper chères. Enfin, à quel point il est, dans la communication, dans l'accompagnement de son fils et cetera. Et donc ouais, il y a ce petit service, avant-vente, qui est assez intéressant, dans la famille recomposée, où je sais qu'a priori, je suis pas tombée sur un connard. Et ça, quand même, ça allège aussi un peu le poids de la décision. Carrément. Tu l'as mis aussi à l'essai avant. Ouais, Hem, mmh. Qu'est-ce qui, justement, dans les peurs, les angoisses, donc on tu as bien fait la part entre les facteurs externes, hein, le monde dans lequel on vit, les causes qui te tiennent à cœur, tout ce qu'on peut se voir, jouer quand on est féministe et ce contre quoi on lutte. Mais toi, tes peurs plus internes, tes angoisses, elles sont plus vers quoi? elles sont liées à des blessures d'enfants OK. aussi,
où j'ai appris tout un tas de trucs, sur ma vie, de petite fille, il y a quelques années. Elles sont liées au fait que j'ai très, très peur que, mon mec se barre. Et ça, c'est une blessure tout à fait intime, tout à fait personnelle, qui est le reflet de, et ouais, j'ai vraiment peur de, que la grossesse change quelque chose, qu'il me trompe, le jour de l'accouchement, que, enfin voilà, c'est des choses comme ça qui sont très ancrées, que j'essaye de, bah, vraiment de venir, un peu, déconstruire, mais c'est pas évident. Heu et puis surtout, moi, je suis vraiment dans la projection. J'imagine tous les pires scénarios, donc je sais tout ce qui peut très, très mal se passer et je suis hyper forte pour ça. Et dans n'importe quelle sphère de ma vie, je suis très forte pour imaginer, alors je suis scénariste aussi, hein, je suis très forte pour imaginer les 12 scénarios de ce qui peut foirer totalement. Je suis un peu moins forte pour imaginer ce qui peut être merveilleux. Et donc vraiment voilà, il y a je sais à quel point, enfin j'anticipe à quel point ça peut être la merde, quoi. À quel point ça peut faire péter mon couple, si ça se trouve, mon bel ado va détester cet enfant, et ça va très mal se passer. Si ça se trouve, je vais vivre une grossesse affreuse, je vais être alitée alors que, enfin moi, il faut que je bouge tous les jours et être enfermée dans mon corps, c'est le truc qui me fait le plus flipper. Enfin, il y a tout un tas de choses qui se mélangent, hein, vraiment, je pense que si on dresse la liste, bah, on est encore là demain matin, donc on va peut-être pas le faire. Mais j'ai bien identifié, ouais, ouais, il y a des peurs très, 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 très profondes. Mais celle du rouage dans le couple et dans la famille existante, c'est vraiment, je crois que c'est celle qui me fait le plus peur, quoi. C'est de tout faire péter. Ouais, tout faire péter. Et comment, ton conjoint Julien, vous en parlez ensemble de ça? Tu lui as partagé tes peurs, tes angoisses? J'imagine comme vous êtes beaucoup dans la communication et par rapport à tout ce que tu écris, comment il réagit? Comment vous partagez? Alors, on est évidemment énormément dans la communication. Heu Ce que je lui pose sur la table, il essaye de me rassurer en me disant: «Mais je ferai jamais ça». Mais en même temps: «Tu es bien mignon, mais combien de mecs ont dû dire: "Mais je ferai jamais ça" et en fait, te quittent alors que le môme a 2 mois». Hem, donc c'est compliqué parce qu'il y a de la réassurance évidemment et il essaye de me montrer comment, ça n'arrivera pas. Mais ouais, c'est pas évident et c'est de la réassurance sur à tous les niveaux. Quand je lui dis que je serais une atroce, mère, il me dit: «Mais enfin, ça n'a aucun sens. Regarde le rôle que tu joues auprès de mon fils et cetera. Enfin, vraiment retire-toi cette idée de la tête, quoi. Tu ça va aller». Hem, En revanche, il est aussi flippé que moi, en termes de santé. Lui aussi se dit que, faudrait pas que la grossesse se passe mal et donc lui aussi, c'est une peur qu'il partage. Donc là, bah, franchement, on n'est pas mieux barrés l'un que l'autre, hein, Mmh. puisqu'on s'entraîne mutuellement sur le: «Mais si ça se passe mal?» Et sinon, oui, c'est beaucoup de dialogue, de déconstruction, de réassurance, et surtout, c'est un sujet qui, c'est pas, on en discute et on referme le chapitre, on referme Ouais. le livre. C'est vraiment, des sujets tout comme la belle maternité, c'est sur la table tout le temps. Mmh. Dès que j'ai besoin de: «Excuse-moi, je voudrais parler». Dès que j'ai besoin de l'ouvrir, je l'ouvre Mmh. et ça, c'est très précieux aussi. Ce sujet, il occupe, allez, sur une semaine, tu as l'impression d'ouvrir, souvent, le livre, pour évoquer un nouveau chapitre ou, c'est quel timing, tu dirais, là, que ça occupe comme place pour toi? C'est hyper cyclique, il y a des moments vraiment je n'y pense pas et je m'en fous royalement, enfin, ça m'occupe pas tellement l'esprit. Là, depuis 3 mois que je bosse sur la newsletter Au vert et contre tout, évidemment, c'est un peu plus quotidien. Enfin, il y a vraiment, déjà parce que j'écris sur le sujet, je lis tout ce qu'on peut lire, sur le sujet, je suis chaque publication de votre compte, enfin, tu vois, il y a un truc, qui est plus, ouais, qui est beaucoup plus présent qu'avant, mais je saurais pas te dire, que ça me prend, 72 minutes et 30 secondes, mais ça revient quand même assez régulièrement, ouais. Et puis là, j'ai lancé la newsletter il y a quand même très, très peu de temps, donc évidemment, dès que j'ai un commentaire, dès qu'on m'envoie un mail pour me partager une histoire et puis je suis en plein dans l'interview aussi d'autres femmes qui, ne savent pas s'ils veulent ou pas des enfants, enfin qui sont exactement, le cul entre 2 chaises comme tu
connais Mmh. si bien cette situation. Donc oui, en ce moment, ça prend du temps et ça prend de la bande passante, mentale, quoi. Et là aussi, tu te confrontes, aux récits, d'autres femmes, à leurs ambivalences aussi et ça fait, comme pour, ton expérience avec Beldoche, tu te retrouves dans chaque témoignage que tu as recueilli là ou pas? Alors, j'en ai pas recueilli beaucoup pour le moment, je suis à 3 interviews, donc c'est pas, assez, mais j'ai fait une interview hier d'une jeune femme de 22 ans qui m'a soufflé, où vraiment c'est, hyper mature. Moi, à 22 ans, j'avais absolument pas ni sa maturité, ni les raisonnements qu'elle a. Enfin, vraiment, j'étais, abasourdie par la conversation qu'on a eue. Et c'est oui, oui, sur les, oui, 3-4 interviews que j'ai faites, effectivement, on passe par les mêmes cycles, même si pour certaines, il y a aussi l'éco-anxiété qui vient se rajouter, à tout ça, ce qui est aussi mon cas. Pour d'autres, c'est pas tellement un sujet. Moi, j'avoue que le monde qui part en couille, me fait extrêmement peur. Mmh. Il y a vraiment ce truc de et c'est pas juste écologie, enfin, c'est aussi, politique, c'est aussi les guerres, c'est aussi tout ça. Et oui, ce monde me fait flipper. À la base, je suis journaliste, je n'écoute plus les infos parce que ça me fout dans un état, Mmh. heu, enfin vraiment je peux plus écouter les infos. Alors je continue à m'informer évidemment, mais quand je le décide et puis vraiment par petites touches. Hier, j'ai écouté et France Inter, et le journal du matin de France Culture, je crois, et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, enfin en 1/2 heure, j'ai l'impression que le monde va me tomber sur la tête». Hem Et je vois pas comment on peut se projeter dans un futur, joyeux et désirable avec un enfant, quand on est persuadé que le monde est fini et que notre civilisation est finie. J'ai complètement digressé. Mmh. Mais mais voilà, Non, c'est aussi des discussions qu'on ouais. a, Mmh. des discussions très joyeuses, quand on prépare, nos interviews. Mmh. Ah, complètement, comment on fait, pas non plus l'autruche, mais comment on se protège aussi, de cette actualité-là et ouais, comment on se projette avec un possible enfant ou des enfants dans ce monde et il faut encore croire, du coup, avoir quand même une once d'espoir en cette humanité. Je vois beaucoup en ce moment, de livres à ce sujet qui sont publiés ou même, des partages sur Instagram sur, bon, OK, mais on peut croire que la génération qu'on va éduquer là, c'est notre espoir. Elle pourrait faire bouger les choses. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, moi, je trouve que c'est faire peser beaucoup de choses sur les épaules de ces pauvres enfants. Moi, je le vois plutôt, je le vois à l'inverse, enfin, c'est pas tellement l'inverse, c'est un peu la même dynamique, mais je le vois surtout du côté de la théorie, du grand remplacement, où j'ai aucune envie que les seuls qui continuent à faire des mômes, c'est des connards de fascistes, d'extrême droite. Et que des enfants qui ont été éduqués avec d'autres valeurs et d'autres ambitions, pour la société, bah, du coup restent, tu vois, restent dans nos corps. Donc c'est plutôt, aller contrer la vague de fascistes, par des enfants qui ont d'autres valeurs. Et en plus, ça dit pas, hein, c'est pas parce que, tu de gauche, féministe, que ton enfant peut pas virer, extrême droite, hein, j'entends bien. Heu, mais mon espoir, il est plutôt là aussi. C'est de se dire qu'on peut pas laisser le monde aux mains de ces gens-là. C'est pas possible, ou dans ce cas-là, autant crever maintenant, hein. Mmh. Heu et hem et sinon, oui, j'avoue que j'ai pas envie de faire peser une responsabilité sur les épaules des enfants en mode, «C'est à vous de sauver le monde», qu'on a contribué, à détruire, que les générations précédentes ont contribué à détruire. Mais par contre, moi, ce qui me fait flipper, c'est de me dire que si un jour j'ai un enfant, je veux qu'il ou elle sache évidemment, ce qu'est, un printemps qui arrive, des fleurs qui bourgeonnent, des abeilles qui butinent. Enfin, j'ai très peur de ce que sera le monde, dans 20 ans, et qu'il y ait tout un tas de choses qu'on connaît qui disparaissent et que mon potentiel enfant n'ait pas la joie, de connaître ça. Heu, mais a priori, je vais pas faire un enfant dans 20 ans, mon corps ne pourra plus, donc il y a quand même moyen qu'il ou elle connaisse des choses que j'ai connues quand j'étais petite. Complètement. Tu une astuce, toi, qu'est-ce qui fait que tu arrives à mettre de côté
cette éco-anxiété? Déjà, je l'évacue. Alors c'est quand même mon grand truc, hein, c'est la communication, c'est de discuter. Je l'évacue en en parlant dans des groupes, notamment de scénaristes qui travaillent sur des sujets, écologiques et cetera. Enfin, en participant en tout cas à ces groupes-là. En lisant aussi beaucoup, en me renseignant, et pas toujours des récits qui sont du même acabit, c'est-à-dire le monde est foutu. Évidemment, enfin, il y a tout un tas de choses. On ne pourra plus revenir en arrière. Un monde à plus 1,5 degré, c'est fichu. On n'y arrivera pas. Donc voilà, ça je sais. J'ai bien l'état de l'art sur le monde tel qu'il ne pourra plus être. Donc vraiment, j'essaye de lire des récits plus positifs et de discuter un maximum. Et c'est aussi pour ça que les réseaux sociaux sont encore, j'espère pour un petit temps, un espace ultra précieux, parce qu'on peut échanger et puis sentir qu'on n'est pas les seuls, à vivre ces peurs-là. Ça permet aussi de réussir peut-être à les mettre à distance, de se dire, en fait, évidemment que rien n'est simple en ce moment, et en même temps, si on prend du recul, on est quand même des putains de privilégiés. On est quand même, plutôt du bon côté du monde, heu, donc ça me permet de mettre à distance aussi, de me dire, en fait, celles et ceux qui souffrent le plus et qui souffriront plus, bah, c'est pas nous, quoi. Et donc oui, donc parfois je me fais un peu des reality check comme ça de redescends sur terre. Tu Même si je veux pas, créer une échelle de valeur de souffrance, humaine, c'est pas l'idée. Mais on est quand même plutôt du bon côté de la barrière. On est d'accord. Mmh. Par rapport à ça me fait penser, à cette notion, d'injustice. On parlait de peur, mais il y a aussi, l'injustice ou la frustration et là, c'est pour revenir à un sujet qu'on a abordé, tout à l'heure, par rapport à l'expérience d'une famille recomposée et donc d'un conjoint qui a déjà fait l'expérience, de vivre la parentalité et toutes les phases, on va dire, la grossesse, l'accouchement et cetera. Et il y a pas mal de femmes qui nous partagent, ouais, ce sentiment d'injustice de, en fait, il a déjà vécu ces premières fois-là. Donc est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà traversé, toi, comme forme d'injustice, de frustration par rapport à Julien? Ça a pu me traverser au début de notre relation, alors même que je pensais ne pas vouloir d'enfant, mais il y avait quand même ce truc de il y a plein de choses qu'il a vécues avec elle qu'il ne vivra pas avec moi. Et maintenant, je m'en fous, mais alors, d'une force. Au contraire, ça me rassure qu'il soit passé par là. Il y a vraiment ce truc de, il va savoir gérer une otite. Heu, il a vécu seul avec son fils, il est capable de gérer, tout seul les repas. Je peux le laisser 3 jours avec, mon enfant, notre enfant, sans me dire comment est-ce que ça va se passer. Donc non, non, moi, pour moi, ça me rassure complètement. Et vraiment qu'il ait déjà vécu ça, ouais, ça a pu me chagriner au début, mais je mettrais presque ça avec, tout le gloubi-boulga d'émotions hyper contradictoires que tu vis au début de la famille recomposée, où là, maintenant, avec les années, vraiment c'est tout en bas de la liste de mes préoccupations. Et puis surtout, enfin, je sais pas, j'ai la preuve que, notre couple est solide, qu'on s'aime, qu'on est, un couple viable. Et du coup, il y a plus de jalousie, tu vois, vis-à-vis de l'ex et cetera. Il y a plus de sentiment un peu de: «Quelle est ma place?» Ça, c'est bon, la question, j'y ai répondu. La seule chose, moi, qui pourrait m'inquiéter, enfin qui m'inquiète pas, mais en tout cas qui est un sujet important pour moi, c'est que j'aimerais, pouvoir vivre les premiers temps rien que tous les 3. OK. Si jamais on a un enfant, je voudrais ne pas tout de suite être avec, son fils. Je voudrais pouvoir être seule à la maternité avec mon mec et notre enfant. Je voudrais pouvoir, revenir à la maison et vivre dans notre bulle pendant une semaine. Ce qui peut être un peu ce qui peut être un peu compliqué, c'est pas un rejet de son fils, mais je veux bien avoir une idée de ce que ça fait de vivre à 3 un peu quand même. Et surtout pour ces premiers moments qui sont hyper importants. Ouais, je veux bien que, qu'il soit pas occupé en train de faire des maths,
ou de faire réviser un truc ou de demander à ne pas être, sur son téléphone, enfin, tu vois? J'ai bien envie qu'on soit, focalisés, pas à 100 puisque même si son fils n'est pas physiquement là, évidemment que, il s'en occupe à distance, que, enfin, voilà, il y a pas de question. Mais par contre, ouais, je voudrais être dans notre bulle et ça, pour moi, c'est extrêmement important et si on n'est pas capable de faire ça, je dis pas que, ça règle la question de l'enfant, mais par contre, si on n'est pas capable, de faire ce qu'il faut pour créer ces conditions-là, vraiment ça rajoute, une petite difficulté supplémentaire, quoi. OK, ça pourrait être un stop. Ouais. Ouais, alors évidemment que ça le sera pas, mais quand même, je me dis si tu es pas, enfin si pour lui c'est un énorme sacrifice et s'il est pas capable d'entendre ce besoin que j'ai, Mmh mh. heu, parce qu'on peut en reparler, hein, mais les besoins des belles-mères sont généralement pas ceux qui passent en priorité. Bah, là pour une fois, ouais, j'ai bien envie que ce soit moi la priorité, que ce soit notre enfant et que ce soit, mes désirs et mes besoins, qui passent avant ceux des autres. Mmh. Mais je suis pas sûre de l'avoir verbalisé comme je te le verbalise là, en mode c'est même pas ultra important, c'est que c'est essentiel et parfois en plus quand on en discute, enfin j'ai l'impression d'être un peu une mégère, de dire, mes besoins passent systématiquement, derrière ceux des autres et cetera. Ce qui est pas toujours vrai en plus, mais il y a quand même globalement, et je parle des belles-mères parce que, je sais pas pourquoi, je me dis que beau-père, on vit pas la même expérience, mais Hem, les belles-mères sont quand même celles qui s'adaptent en permanence. Enfin, je veux dire, je vis à un endroit que là, j'ai choisi un peu plus, mais parce qu'il faut que son enfant soit, près de chez sa mère, près de son lycée et cetera. Hem, enfin, on construit quand même notre vie, dans un cadre qui a été façonné par un couple précédent. Et ça, c'est quand même toutes les décisions qu'on prend, elles sont aussi au regard de son ex. Enfin, je veux dire les vacances, nos dates de ceci, de cela, il y a pas de enfin, il y a moins de spontanéité parce qu'il faut, en permanence, être sûr que, l'ex est OK pour pouvoir, garder leur enfant si c'est un week-end où, il est avec nous et qu'on veut faire quelque chose. Enfin, il faut quand même, c'est un cadre pas évident, quoi. Et là, dans le cadre de, notre enfant à nous, je mets aussi des guillemets parce que vraiment un enfant à soi, ça me parle pas, mais j'arrive pas à trouver de synonyme. Bah, j'aurais envie de ne faire les choses que pour nous, sans avoir à demander à qui que ce soit. Enfin vraiment, juste, est-ce que ça peut être selon nos modalités et nos modalités uniquement? Et que rien ne vienne, pas entacher ça, mais que rien ne vienne contrer un peu ces modalités-là que j'aurais envie de mettre en place. Ouais, tu mets bien en lumière, ces conditions matérielles que sont, cette, belle parentalité-là par rapport à un contexte précédent, un lieu de vie et cetera. Et ce que l'on perçoit aussi, dans nos accompagnements, c'est, lorsqu'il y a famille recomposée, c'est aussi que, le partenaire qui a déjà été père, ben, il est réticent à le redevenir, et que, ben, par contre, la belle doche, elle, elle a peut-être, le désir qui commence à pointer le bout de son nez. Et là, on a l'impression aussi, du coup, de se retrouver à devoir un peu payer la mauvaise histoire, de parentalité, du couple précédent, Mmh. et de se retrouver, privé, en fait, ben, d'un désir qui émerge, parce qu'on fait les frais, d'une expérience qui s'est pas déroulée, telle qu'elle devait se dérouler précédemment. Et Ouais. ça peut être aussi, difficile à vivre. Mmh. Alors moi, c'est pas du tout mon cas. Le désir d'un enfant, il vient plutôt de lui, à la base, que de moi. Donc c'est pas du tout mon cas. En revanche, c'est vraiment une blessure que je retrouve chez beaucoup de belles-mères que j'interviewe, où il y a ce truc de: «C'est bon, j'ai déjà donné, je ne veux plus être père, de nouveau, l'expérience s'est mal passée». Enfin bref, il y a tout un tas de traumatismes évidemment qui entrent en compte, mais où des femmes, se retrouvent à faire mais un quadruple sacrifice, quoi. C'est-à-dire que je sacrifie mon désir d'enfant et en même temps, enfin, est-ce qu'on peut se figurer quand même l'horreur que c'est d'être privé d'avoir un enfant quand on a le désir, mais par contre de s'occuper de l'enfant de l'autre ou des enfants de l'autre? Bah, moi je trouve que c'est le truc le plus affreux qui soit. Je suis pas bien sûre que les mecs se rendent compte de ce qu'ils demandent, à leur compagne, mais refuser de faire un enfant alors que tu lui imposes tes enfants ou ton enfant, enfin pour moi c'est vraiment le summum de,
c'est même plus, ne pas avoir d'empathie, enfin, c'est hyper, enfin, c'est terrible, quoi. Mmh. Vraiment, et je pense que les mecs en tout cas qui sont dans cette situation-là, ne réfléchissent pas du tout en ces termes et n'ont pas l'impression de priver l'autre de quelque chose, et c'est d'ailleurs une discussion que je conseille d'avoir très, très rapidement quand on se met en couple, dans le cadre d'une famille recomposée. C'est d'avoir cette discussion de: «Est-ce que nos besoins sont alignés? Est-ce que ce dont moi j'ai besoin pour mener une vie, que j'estime, heureuse, juste, est-ce que ça vient rencontrer tes besoins à toi?» Et ça, c'est pas toujours le cas. Alors après, ça peut changer, hein. Moi, je sais qu'au tout, tout début de notre relation, il y avait un peu en fait, j'étais vraiment quasiment sûre de ne pas vouloir d'enfant, mais j'avais besoin de lui poser la question de: «Si un jour j'en veux, est-ce que tu m'en priveras? Ou est-ce que, tu me feras ce cadeau?» C'est horrible, de le formuler comme ça, mais c'est un peu ça. Est-ce que, voilà, est-ce qu'un jour, si j'en veux un? Et sa première réponse, ça a été en fait, c'est terrible ce que je viens de vivre, de, briser une famille et cetera, enfin de voir mon fils, qu'une semaine sur 2. Et voilà, au tout début, c'était je pense que j'ai pas envie de remettre une pièce dans la machine. Enfin vraiment, j'ai pas envie de revivre ça, donc sa première réponse, c'était plutôt: «Bah, je sais pas». Mais vraiment là, comme ça, bof. Hem Et au final, ça a changé au fur et à mesure des années, heu et pour moi, la question s'est pas forcément reposée avant récemment. Donc voilà, il y a aussi des choses qui peuvent changer au fur et à mesure, mais c'est quand même bien d'avoir une idée dès le départ, dès le début de la relation, de est-ce que ça va être un sujet de conflit ou pas? Mmh. Et est-ce que c'est un sujet, sur lequel on va devoir s'aider mutuellement à avancer pour prendre une décision? Et malgré son positionnement de, «Bon, bof, bof, vu ce que je viens de vivre», tu t'es dit: «Bon, allez, je continue quand même, même si, moi je sais pas». Mmh. Oui, parce que ce qu'on vivait était quand même j'avais jamais connu ça avec personne avant, et il y a eu tout un travail aussi de ce qui est acceptable pour moi et de ce qui ne l'est pas, heu et je préférais quand même miser sur un mec, hyper dans la communication, hyper présent, et tout à fait, en phase de déconstruction, plutôt que de me dire, bah, je préfère quelqu'un qui m'assurera qu'un jour, si j'en ai envie, dans les, 10 d'envie que j'ai, heu, bref, qu'on aura un enfant ensemble, pour un mec, voilà, qui est pas, qui ne coche pas les autres cases, Mmh. donc heu, donc non, c'était un arbitrage aussi de, en fait, je sais tellement pas si j'en veux ou pas que, ça peut pas entrer en ligne de compte parce qu'en fait, je t'aime follement. Du coup, on va plutôt suivre, la pente de l'amour, puis on verra bien où ça nous mène et puis tant pis, quoi. Enfin, si on en a jamais, on en a jamais et Le choix de l'amour. Mmh. OK. Bon, eh bien, merci Anaïs pour tous, merci. ces partages, la richesse de toute, ton expérience et je suis sûre que ça va résonner avec, beaucoup de femmes qui vont, entendre, ton histoire. D'ailleurs, si aujourd'hui tu devais, chuchoter, dans l'oreille d'une femme qui est dans l'ambivalence, qui est, aussi dans, la belle parentalité, ça serait quoi le petit pas que tu lui proposerais de faire pour avancer dans sa réflexion? Dur, c'est compliqué. Évidemment d'en parler. Première étape, enfin vraiment n'absolument pas rester seul avec ces questionnements-là, d'en parler à son conjoint, sa conjointe, pourquoi pas, mais aussi en parler, à une personne, extérieure, un ou une thérapeute, ça peut valoir le coup. Hem, Parce que les amis sont pas toujours bons conseillères, hein, sur ce sujet-là. Parfois on se permet de donner des conseils en pensant que c'est le mieux, alors qu'en vrai on fait plus de mal qu'autre chose, donc je pense que peut-être, la thérapie c'est pas mal. Mais sans aller jusque-là, oui, vraiment s'écouter et puis écrire aussi. Je sais que de garder une trace de tout ce par quoi on passe, écrire ou s'enregistrer mais en tout cas déposer quelque part,
tout ce qui nous anime, voilà, le sortir un peu de notre cerveau pour pas que le hamster dans sa roue tourne trop longtemps. Ouais, le déposer quelque part. Donc que ce soit à l'écrit, que ce soit se faire une note vocale, se faire une petite vidéo, pourquoi pas, mais je vois pas bien l'intérêt. Mais en tout cas, le déposer, ouais. 100 d'accord. C'est ce qu'on fait faire aussi. L'écriture fait du bien et même d'écrire, en 2 couleurs. Ah Tiens, ouais. qu'est-ce qui est, côté, «Ah, je me vois bien avec un enfant» et qu'est-ce qui est, «Je me vois bien dans une vie sans enfant» et ben, on leur demande de faire ça pendant 3 mois pour voir un petit peu, tiens, c'est quoi qui ressort au final? Ouais, donc super, et puis bah, voilà, de lire d'autres récits comme tu le fais toi, par rapport à Beldoche et donc bah, ta toute dernière newsletter Over et contre tout, que j'invite grandement à lire, à vous abonner. Voilà, est-ce que, il y aurait une question que je t'ai pas posée, Anaïs? Quoique, dans l'intro, tu as raconté une anecdote que je t'ai partagée en amont, qui était que j'ai suivi une thérapie pour comprendre pourquoi je voulais pas d'enfant. Et que ça me choque avec le recul. En gros, que je sois allée consulter, non pas pour, enfin, non pas pour déposer mes peurs et mes angoisses, mais dans l'espoir d'avoir une réponse qui me fasse changer d'avis. Parce que j'étais quand même persuadée que j'en voulais pas. Et d'aller consulter dans l'espoir de revenir dans la norme. Et ça, heu, c'était il y a pas si longtemps que ça pourtant, mais avec le recul, je me dis: «Mais, c'est quand même fou ce qu'on s'inflige», parce que c'est toujours, ça peut être positif, hein, mais quand même de se dire que je vais rentrer dans le rang, quoi. Je vais consulter pour rentrer dans le rang et ça vraiment je pense que c'était pas la bonne manière d'aborder la chose. Aller déposer ses peurs, ses angoisses, comprendre pourquoi on a ses peurs et ses angoisses, OK, mais pas déjà dans l'attente de prendre une décision autre que celle qui est au cœur de nos tripes. Enfin voilà, c'est un peu, je crois que j'allais presque faire une thérapie de conversion, quoi. Bah, ouais, Ce qui est déjà dégueulasse, celle qui existe, mais alors telle que moi je l'envisageais, c'était pas mieux au final. ouais, Mais voilà, j'aurais juste ajouté ça. OK. Et merci à vous pour le travail que vous faites, qui est extrêmement précieux, et vraiment, j'ai hâte qu'on crée une grosse communauté ensemble, de femmes qui ne savent pas bien où elles vont, et qu'on soit toutes, les phares les unes des autres. Carrément, ça me va bien ça. Super. Merci encore Anaïs et en effet, eh bien, pour continuer à faire grandir cette communauté, eh bien, on se retrouve pour un prochain épisode. À bientôt Anaïs.